compétences recherchées, je ne saurais trop insister là-dessus, les habiletés à la communication écrite et orale. Enseigner, c'est communiquer. Faire de la recherche, il y a une grande partie, c'est communiquer dans les demandes de subventions, dans les publications, dans les congrès. Et je vous le dis tout de suite, si vous êtes timide, vous dites c'est pas pour moi, parler en public, j'ai peur de ça, ça se surmonte. J'ai des collègues, évidemment que je ne nommerai pas, qui au niveau gradué faisaient tout pour éviter les exposés oraux et qui aujourd'hui sont professeurs. Ils ont surmonté cette difficulté. Dans un cas en particulier, la difficulté, c'est assez intéressant. Cette personne-là est allée faire des études postdoctorales aux États-Unis, ne parlant très peu anglais. Et dans ce labo-là, on exigeait des présentations orales, mais on dirait que le fait de parler en anglais et en sachant que les gens sont tolérants parce qu'ils ne maîtrisaient pas très bien la langue, ça a vaincu sa peur de parler en public. Maintenant, elle n'a aucun problème à parler en public. Alors, trouvez-vous un truc. Si vous avez cette difficulté-là, il y a des ateliers de consultation pour ça. Ça se surmonte. Ne vous empêchez pas de faire une carrière professorale parce que vous avez peur de parler en public ou parce que vous avez la crainte de l'écrivain. Ça se modifie. Ça prend une grande capacité de travail et un sens de l'organisation. Vous l'avez vu, tantôt, je vous ai dit, ce qui est le fun, c'est la diversité des tâches, mais pour réussir à faire tout ça, il faut avoir du sens d'organisation, il faut travailler beaucoup. La semaine de 35 heures, c'est pas pour un professeur d'université. En tout cas, pas pour un professeur d'université performant en recherche, en enseignement et en gestion. Les semaines sont plus longues que ça, mais il faut être très organisé. Autre chose, j'ai souvent vu des jeunes professeurs bloqués là-dessus, il a fallu que je fasse un peu de coaching avec eux autres. Ils essayent de faire tout à la perfection. Quand vous avez autant de tâches à faire aussi diversifiées, vous ne pouvez pas tout faire à la perfection. Vous ne pouvez pas arriver à la demande de subvention ou à l'article du siècle. Il faut être capable de tolérer une certaine imperfection compte tenu des délais dont on dispose. Il ne s'agit pas de remettre un torchon, là. Il s'agit de faire tout ce qu'on peut, mais dans les délais qu'on a. Passer le délai pour une demande de subvention, c'est fini. L'organisme subventionnaire, s'il vous dit que c'est le 15 octobre, il n'acceptera rien le 15 octobre, le 16 octobre, à 1 minute passée minuit. Alors, il faut apprendre à gérer différentes tâches. Ça prend beaucoup d'ouverture d'esprit, de capacité à se renouveler et une aptitude à encaisser la critique et à en tirer profit. Je vais insister sur ce dernier point. La job de professeur d'université, je l'ai dit, c'est la plus belle job au monde, mais c'est la job où on se fait critiquer le plus à peu près. Vous faites une demande de subvention, on vous critique. Vous écrivez un article, on vous critique, on revise votre article, puis il faut que vous le resoumettiez après critique. Les étudiants vous critiquent dans les évaluations ou autrement. Il peut arriver des frictions entre le directeur de thèse et ses étudiants gradués de thèse ou de mémoire ou d'essai. C'est un métier où on est très critiqué, mais le truc là-dedans, c'est de ne pas se laisser atteindre personnellement. Moi, au fil des années, j'ai découvert que j'avais un pattern. Je recevais mettons, j'avais soumis un article, je recevais, comme on reçoit généralement, les commentaires de 3 reviewers ou de 3 évaluateurs ou plus. Et ma première réaction, c'était, bon, je vous passe les mots un peu scabreux que j'utilisais, ils n'ont rien compris. Là, j'ai appris avec les années, on met ça de côté, 24 heures ou 48, dépendant du niveau où la moutarde a monté dans le nez. Et on reprend ça et on dit, ouais, ça c'est vrai qu'ils sont dans les patates, on leur expliquer pourquoi, pas qu'ils sont dans les patates, mais pourquoi ils n'ont pas raison. Puis ça, ouais, ils n'ont pas tort. Il faudrait que j'écrive un petit bout là-dessus, ou il faudrait que je retravaille un peu mes statistiques. Puis on se rend compte, parfois il y a des évaluateurs qui sont pourris. On va le dire tout de suite, là, c'est nul. C'est totalement nul. On se demande s'ils l'ont lu ou pourquoi ils y ont été nommés là. Mais en général, je vous dirais, surtout si vous publiez dans des bonnes revues, vous avez des commentaires pertinents ou
S'ils ne le sont pas, vous expliquez pourquoi, et l'éditeur ou l'évaluateur va dire « Ouais, c'est vrai, là, je me suis gouré. Je suis passé à côté du sujet. » Mais donc, il ne faut pas prendre ça personnellement, pas prendre ça personnel, comme dit l'expression québécoise. Il faut prendre une distance et regarder ça en scientifique. Mais je vous dis, il faut être blindé. Il faut avoir une carapace parce que c'est tout le temps ça. C'est dans tous les aspects du travail de professeur, on est évalué. Peut-être que évaluer est peut-être mieux que critiquer, mais souvent critiquer aussi. Il faut avoir une certaine habileté à gérer des ressources humaines et dans les ressources humaines, vous avez vu, ça peut être des auxiliaires, des professionnels, mais des ressources humaines, ça peut être vos collègues aussi. Parce que maintenant, on travaille beaucoup. Moi, dans mon département, on était plusieurs à tenir des cours en équipe et où la plupart des gens font leur demande de subvention en équipe. Donc, il faut être capable d'avoir une certaine souplesse, disons, parce que c'est pas tout le monde qui a des personnalités aussi faciles que la vôtre. Et il faut réaliser, là, à un moment donné, pour être professeur d'université, il faut avoir une très bonne estime de soi. Pour aller se planter devant 300 étudiants toutes les semaines, pour aller dans un congrès, pour aller écrire des articles en espérant qu'ils vont être publiés dans des revues qui essayent de réduire le plus possible le nombre d'articles qu'ils vont publier parce qu'eux, ils ont des contraintes budgétaires. Il faut avoir une très bonne estime de soi. Si vous pensez que vous êtes un pas bon et que vous n'y arriverez jamais, arrangez-vous pour booster votre estime de soi. Je vous le dis, ce n'est pas un préjugé sexiste, c'est particulièrement les filles. Dans mes 34-35 ans de carrière, puis même avant, quand j'étais étudiant gradué, j'ai eu très souvent l'occasion de convaincre des filles qui étaient meilleures que la plupart des gars autour d'eux autres, sauf qu'elles n'avaient pas confiance en elles. Donc, ça prend une bonne estime de soi, mais il ne faut pas devenir narcissique non plus. Il faut rester modeste. Parce que ce que vous allez apporter au cours d'une carrière, c'est un grain de sable sur la plage. Et probablement qu'il va être lavé par la mer assez vite. Donc, il faut être modeste. Notre contribution est importante, mais c'est une contribution. On n'est pas le nombril du monde. Et il faut voir ça dans une perspective plus large. Principale compétence recherchée, la curiosité, l'enthousiasme et la passion. On ne peut pas faire ce métier-là dans la tiédeur, dans la dépression permanente, et en pensant qu'on connaît tout et qu'on va livrer ça à ce peuple d'ignare. Non, vous ne connaissez pas tout. Et en plus, ce que vous connaissez, dans 3 ans, sur du bon. Il va falloir le renouveler dans la plupart des disciplines. Donc, c'est important d'avoir, moi je ne sais même pas des qualités, j'appelle ça des compétences, la curiosité, de l'enthousiasme et de la passion. Je peux vous le dire, maintenant, j'en ai plus derrière moi qu'en avant, pour faire autant d'années dans ce métier-là, puis j'adore ce métier-là encore aujourd'hui. Mais ça prend une très forte dose d'enthousiasme et de passion. Il faut faire ça passionnément, puis les étudiants le sentent. Si vous avez l'air de vous ennuyer, vous êtes à côté sur votre podium, puis vous débutez votre cours en lisant vos notes, je peux vous dire que vos appréciations de cours ne seront pas terribles.